Topic demande: existe-t-il des états hypnotiques plus ou moins profonds? Qu'est-ce que vous en pensez, Benjamin? Ce dont on se rend compte quand on travaille avec des patients, alors plutôt en psychothérapie, c'est que, en général, même avec une transe légère, on travaille bien et on arrive à obtenir à peu près les mêmes choses qu'avec une transe profonde. Donc on peut avoir par exemple un patient qui a des douleurs et lui apprendre à les gérer avec quelque chose de très léger, une séance, une impression hypnotique très légère, et puis avec une transe profonde, peut-être que vous n'obtiendrez pas le même résultat. Donc dire qu'une séance d'hypnose est légère, profonde, c'est très difficile à mesurer. C'est une impression. C'est-à-dire que les gens qui pratiquent l'hypnose, au fur et à mesure, ont l'impression de s'abstraire de plus en plus de l'extérieur, d'être dans un état, oui, qu'il décrit comme profond, parce qu'on a l'impression de plonger en soi. C'est très agréable, et on va dire, plus l'impression est forte, plus on dit qu'on est dans une transe profonde. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut mesurer avec un double décimètre, et pour l'instant, c'est difficile de dire s'il y a vraiment des transes légères ou des transes profondes. Il n'y a que l'expérience qui le prouve. Fabienne F demande: comment sait-on que l'on a réussi une séance d'hypnose? Comment savoir que nous n'étions pas simplement en état de relaxation? Alors, c'est une bonne question encore. Si vous sortez et que vous êtes comme ça, très 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 détendu, vraisemblablement la séance d'hypnose a marché. Et ce qu'il y a de particulier dans l'hypnose, c'est ce qu'on appelle la dissociation. C'est-à-dire que si vous avez fait une séance et que vous vous êtes relaxé par exemple, mais sans faire le moindre effort, c'est que ça s'est passé à un niveau inconscient. Donc oui, vous avez été en transe, ça a peut-être été léger, c'est-à-dire que vous étiez peut-être consciente de l'extérieur, c'est très bien, peut-être que vous aviez une sensation de contrôle, mais bizarrement, vous êtes bien sans avoir fait le moindre exercice de relaxation, sans avoir fait d'effort, et puis souvent, bizarrement, vous n'avez pas vraiment une notion du temps qui passe. C'est-à-dire que certaines personnes font une séance d'hypnose d'1 heure et disent « Ouais, mais ça a duré 10 minutes, bon, c'était bien, je maîtrisais bien, j'ai tout suivi, ah, ça a duré 1 heure quand même. » Ah oui, oui, ah oui. Niwenka nous demande: peut-on rester bloqué en état hypnotique? Non, absolument pas. De temps en temps, c'est 1 fois sur 100, 1 fois sur 200, on est tellement bien dans un état hypnotique, on est comme dans une sorte de... Voilà, on est bien, on est dans un hamac, on entend le bruit des cigales, la mer pas très loin. On est tellement bien, tellement dans son monde, qu'on n'a pas envie d'ouvrir les yeux. Et dans ce cas, bon bah, on reste le temps de s'endormir et puis après on se réveille. On peut pas rester coincé. Il suffit d'un simple petit effort et on en sort. Les seules personnes qui restent un peu trop longtemps en hypnose, c'est celles qui sont tellement bien qu'elles ont envie que ça dure, ça dure, ça dure, ça dure, et puis c'est tout. Alors, je vais arriver à dire... C'est Dirt Diver 59. Ouais, je vais Pas arriver à facile, bien hein? dire. C'est pas toujours simple de Ouais. dire les noms. Mm. Dirt Diver 59, donc la question est plus spécifique. C'est: je suis hyperactif. Y a-t-il des scripts d'induction très courts permettant de pratiquer tout de même l'hypnose? Alors d'abord, très rapidement, un script d'induction, je suppose que c'est... Ouais, c'est des mots très techniques, effectivement. Bon, il y a des personnes qui pratiquent l'hypnose en utilisant des scripts tout faits, c'est-à-dire un texte qui contient une induction hypnotique, c'est un accompagnement dans l'état hypnotique, et puis ensuite une méthode d'amener le patient à vivre une expérience qui permet le changement. C'est ce qu'on appelle un script. Alors, les personnes hyperactives ont en général de petits soucis, c'est qu'elles ont du mal à se concentrer et qu'elles ont la bougeotte, elles ont une énergie que vous ne pouvez pas imaginer, elles sont capables de faire 10 000 choses en une journée. Moi, rien que d'entendre la journée d'un hyperactif, je me dis, mais j'arrive même pas à en faire le 10e, comment est-ce qu'elle y parvient? Bah, elle y parvient parce qu'elle a une sorte de feu intérieur qui est un peu difficile à calmer. Eh bien, moi, j'ai un résultat empirique, c'est-à-dire que je pense pas qu'il y ait eu d'études sur les hyperactifs, mais ce que je vois avec mes patients hyperactifs, c'est qu'ils sont réceptifs à l'hypnose. Il faut juste qu'ils acceptent que ça va prendre un certain temps. Ah oui, on peut pas être calme, mou, en 2 secondes. Il faut un quart d'heure, il faut une demi-heure, et il faut que ce soit fait tous les jours. Mais elles apprennent à être calmes, et ça c'est très rassurant parce que ça montre que on peut travailler sur le côté hyperactif. Il existe parfois des techniques d'hypnose pour rentrer en transe très rapidement, mais ils sont aléatoires, donc je les déconseille, c'est pas une bonne idée. Et puis, en tant qu'hyperactif, vous êtes une Ferrari sans les freins. Bah, il faut avoir des freins. Donc, c'est le prix à payer pour avoir des freins. Vous allez perdre un quart d'heure, une demi-heure à faire la séance, mais ça vaut le coup.
Alors là, pareil, les noms sont très compliqués à dire. Pierre The BG du 38 et Azer 1, 2, 3, 4 nous demandent l'hypnose est-elle plus efficace lorsqu'on la pratique fréquemment? Qu'est-ce que vous recommandez, Benjamin? Il y a, pareil, c'est une observation empirique, c'est-à-dire qu'on le voit en cabinet avec les patients. Plus on pratique l'hypnose, plus on a un résultat de calme, de lâcher prise, de tranquillité qui est tout à fait palpable. Et ça, c'est simplement la répétition. Donc moi, quand je travaille avec mes patients en cabinet, on le fait une fois, on valide que ça marche bien, et après, je leur donne des MP3 pour qu'ils le fassent tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et là, effectivement, il y a une vraie progression au minimum en termes de baisse de stress et de rumination. Ensuite, c'est vrai que on observe souvent chez les gens qui ont une sorte d'entraînement une plus grande facilité à induire des changements. Donc parfois, quand, par exemple, dans des centres antidouleurs ou pour des opérations, mais je crois que vous en parlerez mieux que moi, on va entraîner le patient avant, parce que évidemment, on ne veut pas qu'il y ait d'aléas, donc on va prendre le temps de lui apprendre à être bien calme, à rentrer en transe presque comme ça, et ensuite il va être accompagné. Mais donc voilà, il y a un petit entraînement, et en général, après, c'est plus facile. Et je vous laisse en parler, parce que vous en parlerez certainement mieux que moi. On prépare notamment les enfants pour certains gestes médicaux désagréables. On peut préparer les enfants, les habituer à l'hypnose, parce que le jour venu, le jour où on doit faire le geste, par exemple un sondage urinaire, c'est-à-dire qu'on fait monter une petite sonde dans l'urètre. Pas de détails. Pardon. Ça, vous visualisez bien à quel point ça peut être désagréable. Eh bien, quand on fait ce type d'intervention sous hypnose, et c'est ce qui a été fait déjà dans des études, eh bien, on s'aperçoit que dans l'étude que j'ai en tête, sur 16 enfants à qui on l'avait fait, eh bien, pour 15 enfants, ça avait très bien marché. Il n'y avait pas eu besoin de rajouter quoi que ce soit. Il y avait bien un petit moment désagréable, mais cette dissociation dont Benjamin parlait à l'instant était bien présente et qui fait qu'on a conscience de ça, mais ça n'est pas désagréable dans le même sens que quand on n'a pas eu la chance de bénéficier d'une séance d'hypnose. Donc plus on a été habitué à ça, et ce sont des gestes malheureusement pour certains enfants qui sont répétitifs, eh bien plus on a été habitué à le faire, et plus on arrive à le faire facilement. Donc ça, c'est un fait établi. J'en profite, alors on a... alors attendez, parce que j'ai perdu le commentaire, mais je le retrouve dans une seconde, et voilà, il est là. Donc on a 3, 5, 5, 7, 8, 5, 7, toujours je fais l'effort de dire tout le pseudo, qui nous pose une question et qui demande avec quels outils thérapeutiques l'hypnose peut-elle se combiner? Moi je trouve que c'est très important de combiner l'hypnose, en tout cas pour la psychothérapie, avec d'autres outils, parce que ce que les thérapies brèves ou les thérapies cognitives et comportementales apportent, ce sont des outils, des exercices qui sont encore plus sûrs que l'hypnose. C'est-à-dire que l'hypnose, ça marche très bien, mais il y a toujours une possibilité, malgré tout, d'échec. Et à mon sens, ce qu'on doit éviter en premier dans toute thérapie, c'est la possibilité d'un échec. Donc moi, dans ma pratique, j'utilise d'abord des exercices, parce que les exercices permettent de développer des apprentissages. La relaxation, ça apprend à être calme. Il y a des outils pour apprendre à arrêter de ruminer. Il y a des outils pour apprendre à ne pas s'auto-observer quand on parle à quelqu'un. Tous ces outils ont l'avantage d'être sûrs. Et l'hypnose, eh bien, je l'utilise pour apprendre le calme, pour dormir, pour être plus concentré et pour avoir bien souvent des raccourcis. Mais je préfère avoir la sécurité des exercices et utiliser l'hypnose en plus, de la même manière qu'on peut utiliser la méditation, la sophrologie, le MDR, enfin toutes ces techniques, peut-être qu'il y en a une sur quatre qui vous dira quelque chose, mais toutes ces techniques-là ne sont pas aussi sûres que les exercices, les prescriptions de tâches. Donc à mon sens, il vaut mieux ça, il faut un psy concret qui appelle un chat. Il faut des exercices concrets. Et on utilise en plus l'hypnose, la méditation, enfin toutes ces techniques qui sont considérées comme des thérapies brèves parce qu'elles marchent rapidement, mais qui ne marchent pas à 100%. En parlant de chat, moi j'aime bien cette question. Ouais. Valère H demande, peut-on hypnotiser un animal? Alors, c'est un petit secret, j'ai 4 chats. J'ai déjà essayé de leur parler calmement, de voir si ça induisait une transe. Je crois qu'ils n'ont pas besoin de nous pour être en transe. Vous leur donnez une bonne couverture en mohair, vous allumez la télévision, vous les caressez un petit peu, vous allez au niveau des oreilles et ils rentrent en transe tout seuls.
Et quand ils ronronnent, c'est vrai que c'est nous-mêmes qui rentrons un petit peu en transe avec. Et d'ailleurs, il y a eu des études assez amusantes qui prouvent que la présence d'un chat a un impact très très positif sur le stress, même sur l'attention. Donc parfois, c'est les chats qui nous hypnotisent. Je ne veux pas vous le dire, mais en fait, on leur obéit. L'Internet leur appartient, mais chut, c'est un secret. Alors, à une époque, on croyait qu'on pouvait endormir des animaux. Pourquoi? Parce que vous avez des animaux qui ont une sorte de réflexe. Alors, je ne me souviens plus du terme exact, mais ils font le mort. Si vous prenez, par exemple, je ne sais pas, vous avez un gallinacé sous la main, vous avez un coq, une poule, vous prenez sa tête comme ça, vous renversez l'animal sur le côté, vous gardez bien la main sur ses yeux, et puis vous retirez la main doucement, vous verrez, l'animal ne va plus bouger. Une sorte de catalepsie. Pendant une période, on va dire dans les années 50, 60, 70, on croyait que c'était de l'hypnose, parce que ça ressemblait un petit peu. Mais le fait est que c'est certainement un réflexe animal, et pour l'instant, on va dire, l'intérêt de tester l'hypnose sur les animaux est très très faible. Je suis désolé. C'est parfait, ça venait de répondre à la question suivante qui était de Corinne G et qui demandait: mon chat endormi à côté, donc spécifiquement les chats, reconnaît la musique de vos séances, y a-t-il une incidence sur les chats? A priori pas. J'ai des témoignages de patientes et de patients qui me disent que leurs animaux aiment bien s'endormir avec ma voix, que c'est un effet calmant, mais je crois que de toute façon, si vous parlez avec un animal, avec douceur, avec calme, mais ça c'est quelque chose de complètement inconscient, vous arrivez à passer une partie de vos émotions. Donc oui, c'est peut-être la musique, c'est peut-être la voix, c'est peut-être parce que le chat voit son maître complètement détendu, ou bien simplement parce qu'il voit qu'il y a un endroit où il peut sauter, bien se mettre en rond et ronronner, et que ça a l'air très très confortable. Mais a priori, non, je n'ai pas de pouvoir psychique sur les animaux, je le regrette. Mais les animaux perçoivent très bien, effectivement, si une personne est, alors on ne va pas dire bénéfique ou maléfique, mais n'empêche que des expériences ont été faites avec des chevaux à qui on avait présenté préalablement des photos de personnes qui étaient soit en colère, soit au contraire très souriantes. Et ensuite, des personnes que les chevaux ne connaissaient pas, c'est important. Et ensuite, eh bien, la personne s'était approchée du cheval 2 heures après. Eh bien, les réactions du cheval variaient selon, donc il y a non seulement une mémoire, mais aussi une réaction adaptée. Il y avait une crainte du cheval lorsque la personne présentée avant était plutôt en colère, et au contraire, un cheval beaucoup plus détendu si la personne qu'on avait présentée en photo était souriante. Donc on voit que les animaux perçoivent beaucoup de choses, y compris même avec une simple photo. Bon, si vous avez un cheval ou un poney, maintenant, souriez. C'est le meilleur conseil à donner. Mais bon, de toute façon, les possesseurs d'animaux le savent, hein, c'est des êtres avec des émotions, et il n'y a que ceux qui n'aiment pas les animaux qui n'ont pas cette impression. Je crois, c'est peut-être pas scientifique ce que je suis en train de dire, mais tous les amateurs de chats prennent du mal. Ah, ouais. Newenka demande: est-ce que l'on est conscient lorsqu'on est en état hypnotique? Peut-être pour vous, Damien? Alors oui, on a effectivement maintenant, vous savez, avec l'imagerie, ce qu'on appelle l'IRM, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui se passe dans le cerveau, on regarde quelles sont les zones qui s'allument, qui s'éteignent, qui s'activent, qui se désactivent, et on sait maintenant exactement ce qui se passe lorsque l'on est en état d'hypnose, et donc on sait très bien que, par exemple, le cortex frontal, qui est donc la zone antérieure du cerveau, va se désactiver. Or, le cortex frontal, c'est ce qui nous donne des informations sur l'environnement. C'est ce qui explique que quelqu'un sous hypnose, par exemple, si à ce moment-là, dans la rue, un camion de pompiers passe, et Dieu sait si on les entend, les camions de pompiers, eh bien la personne sous hypnose peut très bien ne pas avoir conscience du tout, ne pas avoir conscientisé le bruit du camion de pompiers qui passe, parce qu'il a désactivé son cortex préfrontal. Et puis à l'inverse, on a des zones profondes du cerveau, cortex singulaire et d'autres zones profondes, qui elles vont au contraire être réactivées, c'est-à-dire cette fameuse conscience de soi, mais avec une dissociation. Donc on a à la fois cet état un peu paradoxal et qui n'est pas décrit ailleurs, si ce n'est donc dans les méthodes de méditation ou autres, où on est à la fois très conscient de soi-même, mais avec un certain détachement. Et ça, eh bien, on le voit très bien en IRM fonctionnel, on voit à l'imagerie qu'il se passe effectivement des choses dans le cerveau. Donc on n'est pas endormi, on est conscient, mais on est dans un état qu'on appelle de conscience modifiée. Mais il y a un petit côté surprenant, c'est que si par exemple à un moment il y a une sirène d'alarme qui indique, je ne sais pas, qu'il y a un feu, qu'il y a un danger, vous verrez la personne même en transe profonde ouvrir les yeux et sortir de transe. Donc à la fois il y a une sorte de moins grande conscience de l'extérieur, mais en cas de besoin, il y a cette possibilité de sortir de l'état hypnotique. Et je pense qu'on nous posera tout à l'heure certainement une question sur l'hypnose de spectacle. On dit tout le temps, est-ce qu'on peut faire n'importe quoi à n'importe qui?
La réponse est on peut faire n'importe quoi à quelqu'un qui veut faire n'importe quoi, mais on ne peut pas faire n'importe quoi à n'importe qui, parce que si quelque chose vous déplaît, peu importe la profondeur de la transe, vous ne le ferez pas, heureusement. Donc il y a cette chose qui est un peu étonnante, c'est que vous faites abstraction de l'extérieur, mais vous en avez quand même inconsciemment conscience. C'est un peu bizarre, mais ça a l'air de marcher comme ça. Alors là, je vais tricher un petit peu. Ouais. J'ai une question personnelle. Est-ce que par exemple, quand on lit, parce que moi je sais quand je lis, des fois j'ai l'impression de pas, enfin de plus entendre ce qui se passe autour, de vraiment m'isoler. Donc est-ce que ce serait un peu une forme d'hypnose en fait quand on est très concentré? Je pense que c'est une très bonne, je pense que c'est une très bonne question. Il faudrait des études pour valider tout ça. Dans l'habitude qu'on a, c'est-à-dire quand on explique l'hypnose à nos patients, on a tendance à dire que l'hypnose, on le ressent toute la journée. Si vous êtes absorbé dans un excellent live du Figaro, vous êtes peut-être dans un état hypnotique. Si vous êtes dans le train et que vous regardez le paysage défiler, vous êtes peut-être dans un état hypnotique. Quand, par exemple, vous regardez la télévision, il y a un truc qui est un peu bizarre, c'est que tout le monde disparaît. Vous ne voyez plus que le rectangle et vous oubliez qu'il y a des choses à droite, à gauche, etc. Et donc, très certainement, ces états sont des états de transe. La différence, c'est que quand on pratique l'hypnose en cabinet, on intensifie cet état et on l'allonge sur la durée. Et enfin, une dernière chose, c'est qu'on va l'utiliser pour induire des changements. Mais très certainement, quand on lit un excellent livre, eh bien, on rêve. Quand on rêve, vous savez, quand on dit à quelqu'un, oh là, quelqu'un, t'es dans la lune? Bah, il est certainement en transe. Il y a ce qu'on appelle les cycles ultradiens, c'est peut-être des états de transe. Enfin, tout ça, c'est à valider, mais en tout cas, on va dire que l'hypnose, c'est assez étonnant. C'est quelque chose que tout le monde connaît, que tout le monde vit certainement dans sa vie des dizaines de fois par jour, mais qui est en marge. On est dans la lune, mais on l'oublie. On est en train de rêvasser, on avait halluciné quelque chose. C'est-à-dire, on peut s'imaginer quelque chose, on peut s'imaginer une voix, tout ça, et puis on l'oublie. L'hypnose, en quelque sorte, ça utilise une ressource que nous avons tous à disposition et qui certainement préexiste avant même que le psy ait pris la parole, ou le médecin. Alors Jen R demande comment l'hypnose peut-elle soulager durablement l'anxiété généralisée et chronique et éviter la prise d'AD, souvent préconisée dans ce cas. Alors peut-être qu'il faudrait Antidépresseur, pas antédiem, c'est... Donc, éviter la prise